terrain d'intervention. Villers-Fontaine, par exemple, exactement, fait du Just Réseau. Donc tout d'abord, très rapidement, mais dans mes travaux, je travaille sur un modèle du réseau qui est un peu une espèce idéale à atteindre dans les pays dits en développement, sur le modèle des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Et en même temps, ce modèle-là, il est un peu remis en question. Il y a plein de... Il y a tout un tas de raisons. Tout d'abord, déjà, on se demande si c'est un modèle qui est réaliste par rapport à... comme modèle d'accès à l'eau dans des pays en développement. Et il y a une espèce de changement de perspective qui sont en train de s'opérer, que ce soit dans des publications de la Banque mondiale, des publications académiques, ou rien que le fait que je m'exprime aujourd'hui devant vous, et que je sois invité pour le faire sur ces sujets-là, ça montre qu'il y a une espèce de shift sur les solutions en réseau au profit d'autres, peut-être, solutions. Il y a aussi l'objectif, donc l'ODD 6, et la date de 2030, vient mettre un peu la pression sur la recherche de la bonne solution d'accès à l'eau dans les villes du Sud. Et puis, par exemple, depuis 2015, là c'est les chiffres du GMP, le taux de couverture d'un service d'eau géré en toute sécurité en milieu urbain, il est passé de 80% à 81%. Donc on observe une forme de stagnation dans ces milieux-là et on recherche de nouvelles solutions d'accès à l'eau potable. Et enfin, dernier point sur cette question du réseau centralisé. Moi, dans mes terrains d'observation, j'ai observé une crise de la confiance envers ce dernier, alors qui est en plus pas limitée, je pense, au Sénégal ou à l'Indonésie, mais par exemple, quand je demande, lors de mes enquêtes ménages, quelques poivre les populations, vous avez quelques exemples ici. Par exemple, voilà, une mère de famille dakaroise qui me dit que le président veut la tuer, qui a beaucoup ruiné. Une ici, ancienne employée de la Société des eaux de Bandung, qui me disent que de toute façon, c'est un secret de polichinelle que personne ne boit l'eau du robinet et qui n'est pas faite pour ça. Et ainsi de suite. Bon, là, c'est quelques exemples un peu marquants, mais j'ai aussi des chiffres à l'appui. L'eau du robinet, dans la plupart dans les deux villes que j'ai étudiées, n'est pas, en tout cas, n'inspire pas confiance. Et c'est pas la norme que de la consommer directement. Voilà. Et donc, enfin, pour terminer sur ce sujet-là, il y a quelques années, donc, la redécouverte de solutions alternatives qui ont toujours existé dans les pays du développement, et puis un glissement sémantique progressif. On va qualifier ces diverses solutions d'off-grid, de hors réseau, et je reviendrai sur ce terme aussi un peu plus tard. Donc ces solutions, elles sont nombreuses. Vous avez quelques exemples ici. Donc, par exemple, recours à l'eau de surface, recours au puits, recours à l'eau de bouteille, et aussi, et surtout, ce que je vais vous présenter ici, recours au Kiosquero, où on vient recharger son bidon d'eau. Et c'est un modèle qui est très installé en Indonésie et en cours d'installation au Sénégal, et je vais vous en dire plus dans un instant. Donc voilà, mes deux terrains de recherche sont Dakar et Bandung. Je vais passer très vite dessus, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à Dakar, le taux de connexion au réseau centralisé est de 98%, ce qui a représenté des investissements assez colossaux. À Bandung, il est d'environ 65%. Je dis environ parce que les chiffres sont très difficiles à obtenir sur Syrie, il ne faut pas consensus. Mais en tout cas, on est très loin des chiffres de Dakar. Et la différence majeure, c'est qu'à Bandung, il est extrêmement facile de puiser l'eau de la nappe. Donc la plupart des habitants ont un puits à domicile, c'est illégal de puiser dans la nappe et de consommer l'eau. Là où à Dakar, c'est interdit. Ça ne veut pas dire que personne ne le fait, mais en tout cas, ça change énormément l'accès à l'eau potable. À Dakar, on est dans un régime socio-technique de facto en réseau, c'est-à-dire normalement l'accès à l'eau potable se fait via le réseau. Là où à Bandung, de facto, on est dans un régime un peu hybride, parce que de toute façon, il y a presque la moitié de la ville qui n'est pas reliée au réseau centralisé. Et moi, ma méthode de recherche, en tout cas son caractère un peu atypique, au-delà des outils classiques de la recherche en sciences sociales, à base d'entretien, de revue de littérature, etc., je fonctionne par transect, c'est-à-dire j'ai un échantillonnage. Là, vous avez Dakar et sa banlieue. Et les zones colorées, ce sont les 14 endroits où j'ai fait des enquêtes ménages. Et le but de cette méthode, c'est en fait de ne pas partir d'un projet ou d'un quartier précis sur lequel on aurait des présupposés ou on aimerait chercher quelque chose. Et au contraire, c'est de faire des enquêtes ménages, de prendre la ville telle qu'elle est, et ensuite remonter à la filière à partir de ce qu'on découvre depuis le terrain, de procéder depuis le terrain. À Dakar, j'ai fait 14 enquêtes ménages de cette manière. À Bandung, j'en ai fait 2. Et vous avez ici la carte de notre essai, je ne sais pas si vous êtes familier avec la ville, je pourrais revenir dessus plus tard, mais là je vais avancer. Et donc dans les deux villes, j'ai découvert ce modèle-là qui n'est pas si nouveau en
beaucoup intéressé, c'est celui du kiosque à eau qui se décline comme suit. C'est-à-dire vous avez des hangars ou des locaux qui sont loués ou achetés par une entreprise qui a des machines généralement de traitement par UV ou osmose inverse. Et les usagers viennent avec leur propre bidon, le remplir contre une somme d'argent généralement modique, on va dire, par rapport au prix de l'eau minérale, qui reste bien plus élevé que le prix de l'eau du réseau. Ou alors, ces kiosques opèrent une livraison à domicile. Et ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à Bandung, j'ai fait des enquêtes, ça représente ce que j'appelle le régime socio-technique de référence, c'est-à-dire à la question où est-ce que vous procurez de l'eau potable au quotidien, plus de la moitié des répondants disent avoir recours à un kiosque à eau. Et alors moi, mon échantillon est assez réduit à Bandung. Néanmoins, j'ai des chiffres après pour le paquet, et c'est le cas de toute l'Indonésie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, finalement, il n'est pas nouveau du tout. C'est-à-dire à peu près la moitié de la ville consomme de l'eau potable via les kiosques à eau. Cela fait plus de 10 ans que c'est le cas. C'est quelque chose qui est complètement normalisé, qui est même, alors, je peux vous montrer par exemple ce qui est de l'eau par exemple, ce que je pensais être la norme à Bandung, ce n'est que 12%. Donc voilà, c'est quelque chose qui est passé sous les radars et qui est installé depuis longtemps. Et enfin, c'est le cas dans la majorité de l'Indonésie, puisque là j'ai une enquête qui a été financée et commandée par le ministère de la Santé notamment. Et vous voyez que 31% des Indonésiens considèrent le kiosque à eau. Et ici, ça veut dire grâce à l'eau rechargeable comme leur source d'approvisionnement potable préférée. À Dakar, c'est un peu différent. Mon échantillon est plus grand, mais il y a beaucoup moins d'études sur le sujet. Quand je leur à la question où on procure de l'eau au quotidien, le kiosque à eau, qui est aussi une entreprise de traitement et de revente de potable, arrive en troisième position. Donc c'est beaucoup moins important qu'en Indonésie. Seulement, c'est des transitions qui sont en cours que depuis 5 à 6 ans, d'après mes enquêtes. Et ça évolue extrêmement vite. Et là, j'ai un exemple un peu précis. C'est l'entreprise Kaiman. C'est une entreprise qui construit des distributeurs automatiques d'eau potable. Cette machine-là est branchée au réseau. Elle a un système de traitement de l'eau à l'intérieur, par osmose inverse. Et vous apportez votre propre récipient, mais contre une somme d'argent, vous avez de l'eau potable. Et ce qui m'a intéressé avec cette entreprise dont j'ai toujours le PDG, c'est qu'elle existe que depuis 2 ans, alors 3 ans maintenant parce que c'était l'année dernière. Et en moins de 2 ans, ils ont réussi à construire plus de 200 dispositifs de ce genre dans tout Dakar, et ce sans passer par les financements classiques de l'aide publique au développement. Alors j'ai pas pu avoir le nom du mystérieux mécène qui a financé cette entreprise, parce qu'apparemment ils ont beaucoup d'investisseurs aux autres mondiaux. En tout cas, c'est un milieu traditionnel de développement, et surtout c'est une transition extrêmement rapide. Donc voilà, donc il y a quelques points majeurs de divergence sur lesquels il me semblait important d'insister. À Bandung, comme je vous l'ai dit, ça représente pour moi le régime de référence, c'est que même la plupart des gens ont accès à l'eau potable via ce type de kiosque à eau, via recharger sa bonne, tandis qu'à Dakar, c'est quelque chose de récent. Et 2 points très importants sur lesquels il faut insister, c'est qu'à Dakar, comme il n'y a pas le droit d'avoir recours ni aux eaux de surface ni aux eaux souterraines, ces kiosques à eau utilisent l'eau du réseau. Donc on n'est pas exactement sur du hors réseau finalement. C'est un rapport un peu compliqué, mais sur le fait que le réseau un peu étendu. En tout cas, c'est des questions que j'aimerais vous poser à Daniel. Et sauf illégalité, parce que certains utilisent l'eau d'un puits, ce qui pose des problèmes de santé publique. Tandis qu'en Indonésie, jusqu'à très récemment, et ça n'a pas encore changé parce que la loi n'est pas encore appliquée, les kiosques à eau de Bandung ont recours aux eaux de surface. C'est-à-dire c'est des entreprises dans les montagnes qui pompent de l'eau montagne, qui les installent dans des grands réservoirs et qui viennent livrer les kiosques à eau de la ville, qui ensuite traitent l'eau et puis la revendent soit par livraison, soit... Et surtout, à Dakar, il n'y a pas de structure collective qui régule tout ça. Ça veut dire que c'est illégal, mais c'est simplement c'est sur la forme d'entreprise et chacun il n'y a pas de structure collective. Là où en Indonésie, depuis 1997, il y a une structure, Damindo, dont j'ai pu rencontrer le président. Et
Abdamingo qui s'occupe à la fois des personnes qui viennent couper les autres surfaces, livrer les kiosques à eau, et ensuite les kiosques à eau. Et cette association-là, elle crée des franchises, elle vient porter, elle vient faire plaidoyer auprès du gouvernement pour légaliser tel ou tel aspect, etc. Donc la différence est assez majeure parce que Abdamingo a essayé un peu de lisser, de normaliser tout ce que je vous avais présenté jusqu'à maintenant. Donc moi, pardon, n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas bien. C'est bon. Et donc moi, l'intérêt pour moi de présenter ici au pavillon français ce type de recherche, c'est qu'il y a 3 pistes de réflexion que j'aimerais ouvrir et discuter avec vous ensuite. Que j'ai mis ici, donc Paul à l'infrastructure, un urbanisme des villes issues, et enfin une double rupture peut-être du contrat social tel qu'on l'entend nous en français. Et je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qu'on entend par là. Alors déjà, People as Infrastructure, c'est un concept assez simple en urbanisme, c'est-à-dire qu'en l'absence d'infrastructure physique, c'est les personnes qui peuvent en place. Ok, je reparle encore. Okay. Donc c'est un concept assez simple en urbanisme, c'est-à-dire qu'en l'absence d'une infrastructure physique, c'est les personnes qui remplacent cette infrastructure. Et dans le cas par exemple de Dakar, il y a une espèce d'infrastructure supplémentaire qui va se mettre en place, des acteurs relais qui vont former une forme de réseau étendu d'accès à l'eau potable. Et le plus important, c'est à Bandung, puisque comme je vous l'ai dit, c'est... Très bien, merci. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le système de référence d'accès à l'eau potable et qui est une association qui vient chapeauter et régir tout ça. Il y a une forme en fait de réseau parallèle, parce que c'est qui porte toutes les caractéristiques d'un réseau, si ce n'est qu'il n'a pas de tuyau, une forme de réseau parallèle d'accès à l'eau potable qui est invisibilisé parce que pas forcément considéré comme légitime. Qu'est-ce que j'entends par considéré comme légitime? Par exemple, dans le cursus d'ingénieur de Bandung sur la question de l'accès à l'eau potable, ce genre de modèle n'est pas présenté, ça ne fait pas partie du cursus, c'est le cas dans la plupart des cursus de l'accès à l'eau potable. Or, c'est le modèle, comme je vous l'ai dit, de référence. Donc voilà, c'est ce concept-là qui, selon moi, invite à repenser un peu notre conception des réseaux d'eau dans les pays, en tout cas d'intervention et de politique de développement. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est ce que j'appelle moi des constellations individualisées. Et je vous en présente un exemple très concret. Vous avez ici le quartier des parcelles Asseni au nord-est de Dakar, le quartier qui est relié au réseau Electro. Et dans ce quartier, j'ai dénommé 7 dispositifs différents de traitement et de revente d'eau du réseau, comme je vous les ai présentés, opérés par 5 entreprises différentes, et ce seulement sur un simple pâté de maison. C'est ça que j'appelle des constellations individualisées. Et individualisées, pourquoi? En fait, je me pose la question de qui revient à la charge, du coup, à l'absence de confiance dans le service public, qui revient à la charge de choisir un service de qualité et avec quelle garantie est-ce qu'ils peuvent avoir. Et enfin, comment réguler cette multitude d'acteurs et dispositifs, puisque de l'aveu même des autorités que j'ai pu interroger à laquelle sur le sujet, considérant la centaine d'entreprises de ce genre qui existent, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas les moyens de s'assurer de la qualité de l'eau vendue en dehors du service public, alors que ces dispositifs mobilisent le dit service public. Donc voilà, c'est pour ça que moi je parle peut-être d'une double rupture du contrat social. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a les sociétés des eaux, ça c'est des points que je n'ai pas mentionnés et je pourrais prendre des heures qui reviennent à un moment dans mes enquêtes, c'est-à-dire la plupart des habitants font face à des coupures d'eau régulières, à des déconnexions parfois même dans certains quartiers, il y a des factures qui sont inexpliquées, qui sont normalement... il y a des difficultés à étendre le réseau, je pense notamment à Bandung, où il y a des zones, ça fait 15 ans qu'on leur promet accès au réseau, finalement ça n'a pas jamais. Il y a une remise en question, je voulais montrer au début, de la qualité de l'eau, il y a une remise en question de la qualité du service, de la culture, etc. Et en plus, qui conduit à une segmentation de l'offre, parce qu'on arrive à un point où l'accès à l'eau potable, on normalise l'idée que de toute façon ça ne va pas se faire via le réseau, parce qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut de l'eau tous les jours, on n'a pas forcément parfois une coupe d'autres jours, et en plus de ça, quand l'eau arrive, on n'a pas suffisamment de pour la faire. Donc de la part de certains usagers, il y a une volonté de déconnexion, parfois même un rejet assumé de l'État. Je vous ai parlé de la mère de famille qui disait qu'un Guissal voulait l'empoisonner au Sénégal, mais aussi en Indonésie, j'ai rencontré plusieurs usagers qui se déconnectaient volontairement du réseau, qui
faire le recours à un prix pour ne pas financer les services publics qui sont considérés comme étant du racket. Et une psychose autour de la qualité, comme vous avez dit. Et pourquoi je dis psychose ciblée? Et bien parce qu'elle se concentre sur le réseau public, peut-être à raison, mais en même temps, quelle garantie est-ce que les services que je vous ai montrés offrent-ils réellement? Surtout dans le cas de, je pense à Dakar, où il n'y a pas d'association qui vient chapeauter cela, où il n'y a pas de régulation et de normalisation des modèles. Comment est-ce qu'on peut être certain de la qualité face à la diversité de modèles? Donc, il n'y a pas toujours d'effet de péréquation, c'est-à-dire quand on finance un entrepreneur, on finance une entreprise, on ne finance pas forcément un service public, donc l'argent ne va pas forcément être distribué après ou alors investi dans l'amélioration du service et donc une segmentation d'avenir. Voilà, donc moi après, ce que j'aurais aimé, là il reste 10 minutes, j'aimerais bien mettre